Heureux de vous retrouver après la conférence de presse d'hier suite au sommet de l'OTAN et au G7. Et cette fois-ci, à l'issue de ce Conseil européen des 24 et 25 mars, nous retrouvons le jour même du 65e anniversaire donc, du traité de Rome, qui nous rappelle en ces temps troublés la valeur de l'œuvre de paix que nous avons construite ensemble. Alors nous étions réunis il y a 2 semaines à Versailles et nous y avons défini un agenda, j'y reviendrai. Le Conseil d'aujourd'hui a permis d'acter plusieurs décisions. Nous avons d'abord acté la reconduction du président Charles Michel jusque donc à la fin novembre 2024 et je veux ici le féliciter pour cette réélection à l'unanimité. Nous avons ensuite, comme vous le savez, eu l'occasion d'accueillir pour un échange le président Biden, puis nous avons également eu la présence par visioconférence du président Zelensky. S'agissant de notre réponse à l'agression russe de l'Ukraine, nos échanges ont visé à confirmer les 3 volets de notre approche unie depuis le premier jour. Forte pression sur le régime russe à travers des sanctions sans précédent, soutien sans faille à l'Ukraine sur tous les plans, maintien des canaux de dialogue afin de permettre dès que possible une issue pacifique à ce conflit. À cet égard, nous avons acté la préparation de sanctions additionnelles. Il y a eu un travail de coordination important, car tout cela se prépare si la situation devait continuer de se dégrader. Nous avons aussi coordonné le travail en termes d'accueil des réfugiés. Je pourrais y revenir si vous avez des questions, compte tenu du fait, je le rappelais hier, que notre Europe a d'ores et déjà accueilli plus de 3,5 millions de réfugiés sur son sol, ce qui est un défi d'ores et déjà migratoire humanitaire sans précédent. Et donc tout ça impose de mettre en place les mécanismes de solidarité entre États membres, ce que nous avons veillé à faire. Quant à notre soutien à l'Ukraine, il s'est matérialisé par de l'aide militaire, financière, humanitaire. Il s'incarne aussi par cet accueil que j'évoquais. Et nous avons confirmé notre volonté coordonnée de poursuivre sans rentrer dans la co-belligérance. Sur les autres sujets, ce sont les équilibres qui ont été définis à Versailles, qui ont été ici réitérés. Deuxième élément sur lequel nous avons avancé dans ce Conseil, c'est celui de la défense et de la sécurité de notre continent. Vous vous en souvenez, suite à ce que nous avions lancé à la fin de l'année 2019 pour ce qui concerne l'OTAN, ensuite sous présidence allemande, on avait lancé un exercice stratégique dit de boussole stratégique qui a donné lieu à un travail intense de nos ministres des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que du Service européen d'action étrangère et du haut représentant. Et le Conseil européen a hier endossé donc son premier livre blanc sous la forme d'un plan de travail d'ici 2030, ce que nous appelons donc cette boussole stratégique. Et nous partageons tous le constat que notre environnement proche est devenu plus volatile et dangereux. Cette boussole a été préparée largement avant la guerre en Ukraine. Celle-ci vient confirmer beaucoup des intuitions qui étaient les nôtres, mais elle renforce, et ce qui a permis d'ailleurs de la conforter ces dernières semaines, les grands axes de cette boussole stratégique. D'abord, pour intervenir ensemble de manière plus efficace, plus rapide et plus cohérente sur différents théâtres, parfois par groupe d'États membres volontaires, et au fond de déployer, de systématiser la culture que nous avons en particulier initiée au Sahel. Deuxièmement, investir collectivement bien plus dans notre défense, en particulier dans les matériels de pointe que nous produisons en européen. Et c'est ce que nous avons réitéré, je vous le rappelle, dans l'agenda de Versailles, avec un mandat là aussi donné à la Commission et une volonté de continuer à avancer. Renforcer nos investissements communs dans le Fonds européen de défense et l'ensemble de nos leviers, et permettre, ce faisant, de développer nos propres outils capacitaires et réduire notre dépendance, y compris parfois à certains alliés, parce que nous devons construire justement cette autonomie stratégique. Développer donc de nouveaux outils pour que l'Europe puisse se défendre dans les espaces stratégiques contestés, l'espace, la haute mer ou encore le cyber, et veiller à ce que le renforcement de notre défense puisse continuer à se dérouler en coordination avec nos alliés et nos partenaires. En somme, notre défi, c'est de développer une culture commune, militaire. C'est ensuite d'investir davantage dans la défense pour pouvoir faire 2 choses, principalement. Avoir des capacités plus autonomes et réussir à bâtir justement les innovations dont nous avons besoin pour nos armées.
Et ceci, nous devons le faire en gardant l'interopérabilité qui est nécessaire au sein de l'OTAN. On doit continuer à fonctionner entre Européens et Américains, mais on doit être moins dépendant des non-européens. Et ce défi est de taille, suppose de l'investissement, mais la consolidation, parfois construction de filières industrielles. C'est une avancée pour l'Europe de la défense qui sera complétée dans quelques semaines par l'analyse que la Commission nous livrera sur les besoins capacitaires stratégiques, conformément donc à cet agenda de Versailles. L'autre sujet que nous avons longuement débattu, c'est l'énergie. Il était attendu, il est connu. Le sujet de l'énergie, nous le traitons depuis plusieurs mois à travers notre agenda climatique. J'avais eu l'occasion de le dire. Pour moi, l'agenda climatique est aussi un agenda de souveraineté. Il est percuté, il doit être accéléré, reconsidéré à l'aune de la guerre en Ukraine. Parce que notre objectif collectif, nous l'avons là aussi réitéré à Versailles en nous donnant un objectif de sortie complète des fossiles liés à la Russie, mais doit être de réduire notre dépendance aux objectifs, donc aux sources fossiles, et ça c'est le cœur de notre agenda climatique, mais à plus court terme, d'accélérer la réorientation pour moins dépendre sur ces fossiles de la Russie. Et donc on a maintenant, si je puis dire, deux agendas qui viennent s'articuler, le second étant un agenda de très court terme, et avec une marche forcée qui a été décidée sur donc le pétrole et le gaz. Et donc au-delà des objectifs de 2030 et 2050, on a cette volonté dans les toutes prochaines années de pouvoir sortir de notre dépendance aux énergies fossiles russes. À cet égard, notre objectif sur l'énergie lors de ce sommet était double. D'abord consolider cette stratégie, mais qui va se construire aussi sur les conclusions, les propositions de la Commission et nos stratégies nationales que nous sommes en train de coordonner d'ici donc à avril-mai. Mais c'est surtout maîtriser notre approvisionnement et nos prix. Et là, l'objectif de très court terme, c'est celui-là. Et au fond, c'est pour ça qu'il y a eu un très long débat. Et c'est pour ça qu'il y a eu, si je puis dire, il y avait des oppositions de départ qui sont bien connues. Parce que les intérêts, d'abord les modèles énergétiques des différents États ne sont pas les mêmes, donc ça supposait de la coordination. Et les priorités que chacun assignait à notre stratégie n'étaient pas les mêmes. Et donc nous avons cherché à réconcilier ces deux objectifs. Le premier, nous assurer d'avoir les volumes et de ne pas risquer une crise, en particulier pour l'hiver prochain. Je l'ai déjà dit, nous n'avons pas de risque d'approvisionnement et de rupture à très court terme. Mais il y en a un pour l'automne-hiver prochain. Et donc ça suppose de savoir reconstituer nos stocks et de sécuriser, à la fois sécuriser des contrats longs, diversifier auprès d'autres fournisseurs, de nouveaux contrats, et reconstituer et maximiser nos stocks. Puis il y a un deuxième objectif qu'on vit tous dans nos pays, qui est de maîtriser le prix et d'essayer au maximum de retrouver un prix. Si je regarde les 6 derniers mois, il a été multiplié par plus de 5, le prix. Si je regarde d'ailleurs le prix en Europe par rapport aux autres espaces géographiques, il est quasiment le double. Donc on a aujourd'hui un problème de prix qui est lié à quoi? À notre dépendance et à une spéculation de marché en même temps qu'une tension. Et tout notre travail a été de concilier ces deux objectifs. Nous avons à cet égard défini plusieurs instruments. On s'est mis en situation d'abord d'avoir une politique commune de stockage pour l'hiver prochain, en définissant justement les voies et moyens de concilier ces intérêts. On a ensuite donné mandat à la Commission de pouvoir justement utiliser plusieurs instruments de régulation et de marché, en particulier des instruments de plafond de prix, parmi plusieurs autres. Mais je veux ici vous dire quels sont, à mes yeux, les éléments les plus structurants que nous avons décidés. Ce que nous avons décidé pour la première fois, c'est que la Commission aurait mandat pour faire de l'achat commun. C'est exactement ce qu'on a décidé, rappelez-vous, pour les vaccins au moment de la crise Covid. Et c'est ça le plus structurant. Aujourd'hui, nous, Union européenne, nous achetons 75% du gaz qui est fourni à travers les pipelines. Si nous savons avoir une approche beaucoup plus groupée, elle est aujourd'hui très divisée, vous voyez bien qu'on a une capacité bien supérieure à fixer le prix. C'est beaucoup moins pour le LNG, on est à un peu moins de 20%, mais sur les pipelines, c'est massif. Et donc, l'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs est le meilleur instrument pour faire baisser le prix de notre gaz. Et donc, nous avons donné mandat à la Commission pour le faire, ce qui est une véritable nouveauté. Et donc, nous allons maintenant inciter nos entreprises à pouvoir se regrouper, parce qu'il y a beaucoup de contrats divers et variés.
On pourra y revenir dans les questions. Il y a eu aussi des annonces récentes de la Russie qui vont conduire d'ailleurs certains contrats sans doute à être remis à plat, ce qui est une opportunité pour, malgré tous ces contrats existants, permettre à la Commission de mettre tous nos acheteurs et tous nos acteurs autour de la table et d'avoir une approche commune. Ça, c'est un instrument très puissant pour faire baisser le prix du gaz. Les discussions que nous avons pu avoir aussi avec d'autres producteurs européens, je pense à la Norvège, me donnent à penser également qu'on va pouvoir rentrer dans une logique maintenant de meilleure maîtrise de ce prix. Donc ça, c'est un élément puissant que nous pouvons faire parce que nous sommes européens et que nous avons cette capacité à peser sur le marché, en particulier du gaz fourni par pipeline. Le deuxième grand élément sur lequel nous souhaitons déboucher dans les prochaines semaines, c'est de pouvoir mieux déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz. J'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises. Pourquoi le prix de notre électricité s'est envolé? Parce que quand il y a une reprise, des demandes fortes qu'on vit depuis maintenant plusieurs mois, la structure de notre marché électrique fait que le prix de l'électricité dépend de son apport marginal. Et au-delà d'un certain seuil, cet apport marginal est celui qui est fourni par le gaz. C'est historiquement notre formule, c'est un biais, beaucoup d'autres pays fonctionnent différemment. Je vous renvoie d'ailleurs au très bon document fait par la Commission européenne, je ne sais pas si vous pouvez le voir de là où vous êtes, mais qui est celui-ci. Et qui vous montre très bien, jusqu'à, vous voyez, environ 80 gigawatts, on a une formule de prix qui nous met un référentiel de 60 € par mégawattheure. Parce que on a en quelque sorte, c'est la market clearing qui se met là, mais on mobilise des énergies qui sont très peu coûteuses ici. Plus on monte au-dessus de ce niveau de 80, plus on va aller chercher justement de l'incrément d'énergie dont le prix de référence, et tout ça est réglementé, est beaucoup plus élevé. C'est ça qui explique aujourd'hui l'envolée. Et ça, objectivement, ça ne correspond plus à notre mix. Parce que si je regarde la France, par exemple, si je devais vous donner notre mix électrique, il ne correspond pas du tout à ça, puisque nous, à près de 70%, il est basé sur du nucléaire. Bon. Donc cette formule de prix, aujourd'hui, fait qu'on a la double peine. Le gaz est cher, et parce qu'il est cher et qu'en plus on va chercher beaucoup d'électricité, les prix de l'électricité s'envolent. Et donc, on a donné mandat à la Commission pour revoir cette formule de prix. D'abord, à très court terme, mettre en place, là aussi, un plafond, et donc permettre de maîtriser, si ça s'envole, notre prix d'électricité qui est lié au gaz, mais surtout pour avoir une formule qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus stable. Parce qu'avec le mécanisme qu'on a aujourd'hui, quel est le problème que nous avons? Le premier, les prix s'envolent. Le consommateur paye cher, et ou le contribuable paye cher. Parce que la France, par exemple, a décidé d'un mécanisme de bouclier, donc on rembourse maintenant. Mais c'est le contribuable qui le paye par ces mécaniques d'intervention. Or, ce faisant, certains acteurs industriels font du profit. Parce qu'ils ne produisent pas l'électricité à ce coût, en vrai. Surtout quand ils la produisent avec ou du nucléaire ou du renouvelable. Donc vous voyez bien le biais de marché que nous avons. C'est pourquoi certains pays, d'ailleurs, ont commencé à dire qu'ils allaient récupérer les profits qui sont faits. C'est aussi pour ça que nous avons demandé, par exemple, quand on maîtrise le prix de l'électricité, je ne veux pas être trop technique, mais le sujet est technique, on a demandé un effort à EDF en dégageant plus de volume d'électricité au prix de référence de l'AREN, qui est celui du nucléaire historique. Et c'est vrai que c'était un effort pour EDF, mais il est légitime, parce qu'à côté de ça, l'électricité produite aujourd'hui l'est à un moindre coût pour l'entreprise que ce qu'elle met sur le marché. Par ailleurs, on a été compensé cela par une augmentation de capital compte tenu des défis qui sont collectivement les nôtres. C'est encore plus vrai pour d'autres acteurs qui ont des modèles encore différents. Je ferme cette parenthèse. Donc vous le voyez, débat très technique qui partait de positions très divergentes, mais à mes yeux, les deux grands instruments, c'est vraiment l'achat groupé de gaz et les négociations avec d'autres acteurs et la diversification, et c'est la réforme du prix de l'électricité. Enfin, toujours conformément à l'agenda de Versailles, nous avons parlé sécurité alimentaire. Je l'ai exposé pour ceux qui étaient ici avec moi hier, l'initiative que nous avons souhaité porter, qui figure dans les conclusions. L'une des grandes conséquences de la guerre aujourd'hui en Ukraine, à côté de la crise énergétique, de la crise humanitaire que nous vivons sur notre sol, évidemment de la situation en Ukraine et de la déstabilisation géopolitique et des conséquences à venir, c'est une crise alimentaire. La conséquence est immédiate. Elle sera encore accrue à horizon 12 mois et 18 mois. Pourquoi? Parce que l'Ukraine et la Russie sont de très grands producteurs de céréales, en particulier de blé.
historiquement, et ça s'est renforcé ces dernières années. Et que non seulement il y a le problème des récoltes actuelles, mais il y a également le problème des semences qui ne se font pas en ce moment même et qui auraient dû se faire en Ukraine. Ce qui fait qu'on a le problème immédiat, mais on sait d'ores et déjà que le marché sera très déstabilisé à horizon 12-18 mois. Et pour des pays, pour nombre de pays africains, Proche et Moyen-Orient, la dépendance aux céréales, et en particulier au blé russe et ukrainien, est immense. On a 26 pays pour qui ça représente plus de 50% de leur approvisionnement. Pour des pays comme l'Érythrée, c'est 100%. Pour des pays comme le Kazakhstan, la Mongolie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Somalie, les Seychelles, même la Turquie, le Congo, c'est plus de 80%. Pour le Liban, c'est aussi massif. Pour l'Égypte, c'est massif. Tous ces pays-là sont d'ores et déjà confrontés à un immense problème d'approvisionnement. Et donc, face à cela, nous avons lancé cette initiative FARM, pour Food and Agriculture Resilience Mission, pour tout de suite nous organiser et réagir. D'abord, en essayant de lever toutes les barrières de dysfonctionnement du marché. Pourquoi ? Parce que devant ces effets de rareté, on a des pays qui se mettent à ne plus respecter les règles de libre circulation des biens, et comme on l'avait vu au moment de la crise sanitaire, empêchent certains biens de circuler, pour les garder pour eux. Ces barrières-là font dysfonctionner tout le marché alimentaire, soit pour alimenter les animaux, soit pour permettre la production de denrées alimentaires pour nous. C'est exactement d'ailleurs ce que nous sommes en train de vivre en européen. On a commencé à mettre des régulations, ça fait partie du plan de résilience français. À côté de ça, nous voulons aussi aller solliciter tous les stocks qui sont faits. Un pays comme la Chine fait énormément de réserves, est en train de stocker beaucoup de céréales. Ces réserves, ce stockage est totalement contre-productif, il vient faire monter les prix et créer encore plus d'effets de rareté. Et donc, le premier pilier de cette initiative, en lien avec l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l'initiative pour la transparence que nous avions lancée en G20, est justement de pouvoir, à très court terme, éviter ces biais qui aggravent la situation. Le deuxième pilier, c'est produire plus. C'est assez logique, on va avoir une chute de production. Et donc nous, en Européens, de reconsidérer nos objectifs, puisqu'on avait décidé des baisses de production, donc on doit absolument les revoir, pour nous-mêmes et pour être leader dans cette solidarité et pousser tous nos partenaires qui ont cette capacité à produire davantage dans les conditions qui sont les nôtres, en respectant nos règles et nos objectifs climatiques et de biodiversité, et à orienter ces productions comme des voies alternatives pour tous les pays que j'évoquais. Et le troisième pilier, c'est d'aider des projets de développement et financer des projets de développement pour aller plus vite vers l'autonomie alimentaire dans nombre de ces pays. C'est ce que nous avions lancé avec la Grande Muraille Verte en janvier 2021, enfin relancé avec un financement massif qui a vocation, donc, comme vous le savez, à faire des projets de reforestation et d'agroforestation dans toute la région, qui va du golfe de Guinée jusqu'à la Corne de l'Afrique, qui sont des vrais projets justement de production agricole, et toute la stratégie protéinique avec l'Afrique que nous avons relancée au sommet Union européenne-Union africaine, qui est une stratégie pour produire en Afrique, eh bien justement, le blé, le soja, les céréales et les protéines végétales qui sont nécessaires à l'alimentation justement de ces nations et pour lesquelles elles sont aujourd'hui par trop dépendantes. Voilà le sujet que nous avons ici lancé, mais qui est à mes yeux très important. Au-delà de l'Ukraine et donc de l'agenda de Versailles sur lequel je viens de revenir, ce Conseil européen a également été l'occasion de revenir sur la situation en Bosnie-Herzégovine, où nous souhaitons que la crise politique puisse trouver rapidement une issue, et sur la préparation du sommet à venir entre l'Union européenne et la Chine dans quelques jours. Voilà en quelques mots le compte-rendu que je souhaitais vous faire avant de répondre à vos questions. On va maintenant prendre vos questions, s'il vous plaît. Anne-Sora Dubois, BFM TV. Bonjour Monsieur le Président. L'armée russe a affirmé cet après-midi qu'elle allait désormais concentrer ses efforts sur l'est de l'Ukraine. Est-ce que vous y voyez un recul possible de cette armée russe, peut-être un début de désescalade? Et je rajoute une deuxième question. L'ambassadeur de Russie a été convoqué par le Quai d'Orsay ce vendredi pour un tweet jugé, je cite, inacceptable, que vous avez peut-être vu, qui montre l'Europe sous forme d'un homme malade, piqué par des seringues sur lesquelles étaient inscrits les mots russophobie, OTAN, néonazisme, Covid-19. Est-ce que vous avez une réaction suite à ce tweet et un message pour la diplomatie russe en France? Dernière question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la France est perfusée à l'OTAN? Alors,
Non, le principe de ces caricatures, surtout quand elles sont propagandistes, c'est que c'est faux. Bon, et qu'après ensuite, notre nation, d'abord, est une puissance dotée, qui a une armée, un modèle d'armée complète, puissante, sur lesquels nous avons massivement réinvesti ces dernières années, en augmentant notre effort budgétaire de près de 10 milliards d'euros par an en plus, et qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui renforce cette Europe de la défense avec des preuves tangibles, et qui est un des membres de l'Alliance. Mais c'est une force pour nous supplémentaire, une cohérence. Ensuite, ces publications sont inacceptables, et le ministère des Affaires étrangères a très clairement fait savoir cela à l'ambassadeur de Russie. Nous croyons au dialogue, nous maintenons un dialogue respectueux, il suppose du respect de toutes parts, et je pense que c'était une faute, elle a été corrigée, j'espère qu'elle ne se reproduira pas. Je ne l'espère pas, nous l'avons exigé. Ensuite, sur les annonces faites par le commandement russe, je ne vais pas faire de commentaire ici, parce que notre objectif, je ne vais pas le qualifier, nous, notre objectif et notre obsession, c'est le cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu sur la totalité du territoire, premièrement. Deuxièmement, ce à quoi nous devons arriver, c'est le retrait des troupes russes et le retrait complet de tout le territoire. Ces deux objectifs sont les deux que nous poursuivons. Tant qu'ils ne seront pas atteints, sans relâche, nous continuerons l'action qui est la nôtre, sanctions, aide à l'Ukraine, négociations. Et j'ai une pensée évidemment toute particulière pour les habitants de Mariupol qui vivent l'un des plus grands drames. C'est pourquoi nous avons décidé hier de lancer une opération humanitaire exceptionnelle sur laquelle j'aurai l'occasion d'échanger avec le président Poutine dans les prochaines heures. Mais nous allons, en lien avec la Turquie et avec la Grèce, lancer une opération humanitaire pour évacuer toutes celles et ceux qui souhaitent quitter Mariupol. Mon équipe a pu avoir le maire de Mariupol il y a quelques heures pour organiser cela avec lui. Et nous organiserons les choses dans les meilleures conditions possibles. Mais vous voyez, quand cette situation est là, cette ville de plus de 400 000 habitants n'a plus aujourd'hui que 150 000 habitants qui y vivent dans des situations dramatiques. Et donc nous devons absolument obtenir la cessation des conflits là-bas et en tout état de cause, nous agir d'un point de vue humanitaire. Donc je ne peux pas dire que c'est un début de repli ou que c'est satisfaisant, parce que là-bas, c'est le drame. Donc voilà l'action qui va être la nôtre sur le plan diplomatique et sur le plan humanitaire. Pascal Verdoux, France TV. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Je me permets de prolonger peut-être la question de ma consoeur sur cette manœuvre militaire de l'état-major russe qui se concentre désormais sur l'Est de l'Ukraine. Est-ce que cette manœuvre peut signer, selon vous, le début de la partition de l'Ukraine, qui est finalement un vieux dessein des nationalistes russes? Vous voyez, je m'attache, quand je réponds à vos questions, à penser aussi, d'une part, aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens qui nous écoutent et qui attendent beaucoup de l'Europe, aux négociations que nous avons à conduire. Et donc, je ne veux jamais être dans la provocation d'une partie prenante, en disant c'est un début de repli ou de défaite, ce serait contre-productif, ni qualifier ou réifier par mes mots quelque chose qui est peut-être en train de se faire. C'est trop tôt pour le dire. Ceci indique très clairement qu'en tout cas, une opération menée sur tous les flancs de manière simultanée s'est vue contrariée par la résistance héroïque du peuple ukrainien. C'est ce que nous voyons depuis plusieurs jours. Et donc, il y a un choix tactique et opérationnel qui est fait. Il correspond, nous le savons, à des prétentions territoriales qui sont connues depuis 2014, qui sont inscrites dans les accords de Minsk 1 et 2. Maintenant, je ne veux pas ici y voir, en quelque sorte, le début d'une justification ou d'un élément que les voies diplomatiques et que les négociations qui, à un moment, reviendront quand il faudra bâtir la paix, auront à déterminer. Voilà. Donc, je pense que c'est la traduction, simplement, d'un choix face aux difficultés opérationnelles rencontrées. Mais je dis surtout que notre priorité, malgré tout, c'est dans cette région d'obtenir un cessez-le-feu, compte tenu des situations humanitaires dramatiques que nous y connaissons. John Irish, Reuters. Oui,
Bonjour, merci. Deux questions. La première, il y a eu un débat intense sur le plafonnement des prix de gaz. Quel genre de compromis est possible entre le Nord et le Sud, les Allemands, les Pays-Bas et les pays ibériques? Et deuxième question, vous avez touché un petit peu le sujet du rouble, les deux demandes du président Poutine. Est-ce que vous pensez qu'il existe... Comment recevez-vous cette décision? Est-ce que c'est acceptable ou craignez-vous que ça soit une façon de contourner les sanctions éventuellement? Bon, sur le premier, j'ai essayé de répondre. Il y a une différence d'approche. Pourquoi? Parce que les pays que vous évoquez au nord sont plutôt des pays qui ont beaucoup de besoins industriels aussi de ménage en gaz et qui sont des gros pays de stockage. Et donc eux, ils ont ce premier objectif, maximiser, sécuriser des volumes, et ils craignaient quelques mécanismes d'intervention qui viennent fragiliser cette capacité à reconstituer les stocks. Les pays du Sud ont ces besoins, mais eux ont surtout une tension sur les prix et la consommation. Après, il y a des situations plus spécifiques pour la péninsule ibérique qui ont été prises en compte avec des réponses proposées par la Commission, compte tenu là de spécificités géographiques, puisque la péninsule ibérique sur le plan du gaz fonctionne de manière quasi-insulaire. Sur ces sujets, nous avons trouvé un compromis par les mécanismes et le mandat donné à la Commission, c'est-à-dire avancer sur les deux dans le même temps, et donc continuer de faire les appros et utiliser tous les mécanismes d'intervention en n'excluant pas donc le cap, mais surtout par le levier que j'évoquais, l'achat commun de la Commission. Parce que c'est le meilleur mécanisme pour orienter les prix vers le bas. Et moi, je pense qu'avoir cet achat commun par la Commission, compte tenu du fait qu'elle a la possibilité potentiellement d'agréger 75% de l'achat du gaz par pipeline, plus notre capacité à discuter avec des partenaires responsables qui savent qu'ils sont en train de faire du surprofit, qui le disent eux-mêmes. Je pense à la Norvège, confère les dernières déclarations du ministre et l'échange que j'ai avec le Premier ministre hier, doit nous conduire à faire baisser, par des mécanismes d'action de marché proportionnés, le prix. Et si on donne au marché la bonne indication, si derrière on arrive à renégocier des contrats longs, alors on pourra retirer les prix vers le bas. C'est ce qu'on doit chercher à faire. Donc c'est comme ça qu'on réconcilie les deux visions. La deuxième manière de les réconcilier, c'est le cap et des mécanismes sur le prix de gaz vendu. Parce que là, on parle toujours du gaz en gros, puis il y a le gaz que vous vendez aux clients. Et là, on a défini aussi des mécanismes qui permettent de réduire la facture au-delà des choix nationaux. Donc ça, c'est comme ça qu'on a réussi à faire la synthèse. Et je crois surtout à trouver une position qui est efficace, parce qu'on veut à la fois maîtriser les prix pour baisser la facture de gaz pour nos compatriotes et la facture d'électricité, mais on ne veut pas aussi courir de risques d'approvisionnement. Sur votre deuxième sujet, qui est un sujet très important, on continue le travail d'analyse. Je sais vous dire une chose. Tous les textes signés sont clairs, c'est interdit. Donc les acteurs européens qui achètent du gaz et qui sont sur le sol européen doivent le faire en euros. Donc ça n'est pas possible aujourd'hui de faire ce qui est demandé, et ça n'est pas contractuel. Et je ne pense pas qu'il y ait une volonté aujourd'hui de rompre ces contrats de la partie russe. Sinon, il faut le dire plus explicitement. Mais donc nous, on est pour respecter les contrats sur ce sujet. Et donc qu'ils soient libellés dans la devise que les contrats prévoient. Après, l'objectif, je pense, de ces annonces, c'est ce que vous avez dit. Chercher un mécanisme de contournement, mais il n'est pas conforme à ce qui a été signé, donc je ne vois pas pourquoi nous l'appliquerions. Il y avait une question de Bénédicte Tassard de RTL. Monsieur le Président, toujours sur les prix de l'énergie, est-ce que vous pouvez assurer aux Français que le prix du gaz va baisser? À quel terme? Et y a-t-il un objectif chiffré qui a été donné à la Commission? Alors, vous savez, c'est un marché. Donc un marché, il y a des vendeurs et des acheteurs, et c'est ça qui crée la tension et ces fluctuations de prix. Donc si je pouvais garantir quoi que ce soit aux Françaises et aux Français, ça voudrait dire que nous serions producteurs et que nous régulerions en totalité les choses. Ça n'est pas le cas. Donc j'ai jamais fait de fausses promesses. Ce que nous avons, nous, décidé sur le gaz, c'est pour ça que je peux, malgré tout, pour nos compatriotes, donner cette garantie, c'est qu'on a décidé d'un bouclier, nous, en franco-français. D'autres nations en Europe l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Mais comme vous le savez, depuis plusieurs mois, le gouvernement a pris la décision de mettre un bouclier, et donc il protège les ménages, et ensuite il a étendu à certains secteurs et aux très petites entreprises cette même protection qui fait que les variations du prix du gaz ne sont plus répercutées sur votre facture. Donc oui, je peux vous le garantir, parce que nous avons mis en place un mécanisme de protection et d'intervention. Simplement, est-ce que ce mécanisme est soutenable?
Non, parce qu'il est très cher. Et donc aujourd'hui, si je devais résumer les choses, le gouvernement protège le consommateur, mais c'est le contribuable qui paye. Et d'ailleurs, toutes les solutions sur l'énergie en pouvoir d'achat que nous avons dans nos pays, qui font aussi l'objet de débats démocratiques parfaitement légitimes, toutes reposent sur la même logique. Faire payer le contribuable à la place du consommateur. Parce qu'à la fin de l'année, il y a quelqu'un qui paye, puisque c'est compenser un prix de marché. Donc, à court terme, oui, je vous garantis qu'on va continuer parce qu'on a ce bouclier. Mais pour nous protéger vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réussir à faire rebaisser les prix de marché. Et donc, pour faire baisser les prix de marché, tout en nous protégeant d'une rupture et d'un risque lié à la Russie, nous devons diversifier nos approvisionnements, trouver d'autres fournisseurs, et nous devons trouver des mécanismes, qui sont des mécanismes où on va jouer de notre capacité à mieux négocier parce qu'on est gros, et des mécanismes d'intervention de marché que j'évoquais. Et c'est le mix qu'on a trouvé. Et je pense, je vous le dis très sincèrement, j'ai beaucoup plaidé pour cela. C'est moins visible et il y a eu moins de débats, y compris dans toutes les rumeurs qui ont pu circuler autour, que le price cap. Mais le mécanisme le plus fort qu'on peut avoir, c'est l'achat conjoint. C'est le plus structurant. Parce que c'est celui qui nous permet de peser. Et donc cet achat conjoint, ajouté à des mécanismes de price cap, de modulation, de plafond de prix, de modulation, etc. Ça, c'est ce qui doit nous permettre de faire baisser dans la durée les prix, ajouté à des négociations avec des partenaires qui partagent nos valeurs. Et je parlais de la Norvège, je suis le débat qui est en Norvège. En Norvège, vos confrères interrogent mes homologues en disant: est-ce que vous trouvez normal de gagner tant d'argent en vendant du gaz et parce qu'il augmente à cause de la guerre en Russie? Et donc mes homologues, à juste titre, essaient de trouver une réponse à cela et veulent trouver des rééquilibrages. Donc nos intérêts sont alignés. C'est une bonne chose. Donc voilà comment on va faire pour baisser le prix. On s'arrête là. On vous remercie. La conférence de presse est terminée. Allez-y, alors dernière question. Virginie Malingre, Le Monde. Je vais vous donner un micro peut-être. Je voudrais revenir sur ce mécanisme d'achat en commun que vous avez évoqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que, d'abord, est-ce que tous les pays souhaitent y participer? L'Allemagne, pour l'instant, a plutôt fait cavalier seul. Est-ce que c'est un mécanisme sur la base du volontariat? Est-ce que c'est limité en volume? Est-ce que c'est... Enfin, je veux dire, on en est où? Peut-être qu'on ne sait pas encore, que c'est trop tôt, mais quelle est l'orientation? J'ai essayé de l'expliquer. C'est d'abord, on n'a jamais fait ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on a acté, c'est un choix politique qui est basé sur le volontariat. Pourquoi? Parce que les contrats ne sont pas des contrats étatiques. Vous parlez de plusieurs pays. Ce ne sont pas les gouvernements qui signent ces contrats, ce sont les entreprises. Et donc, en aucun cas, nous ne pouvons déposséder les entreprises des contrats existants. Par contre, nous avons tous acté d'un accord politique pour que la Commission puisse faire ce travail. Aujourd'hui, elle n'en avait pas la base légale et la capacité. Et il y avait jusqu'alors un désaccord. Donc, la vraie avancée de ce Conseil, c'est que nous avons tous dit, compte tenu des chiffres, de ce qu'on voit, et des potentialités qu'il y a derrière cette approche, et encore une fois, prenant référence sur ce qu'on a fait au moment des vaccins, mais avec une difficulté, c'est que là, on a des contrats historiques. On a dit, on donne ce mandat à la Commission. Donc, que va faire la Commission? Elle va réunir tous les acteurs qui ont des contrats existants et elle va aussi consolider la discussion avec les nouveaux partenaires. Et donc, il y a, si vous voulez, il n'y a pas de limite du tout aujourd'hui, par rapport à votre deuxième terme de question, il n'y a pas de limite de capacité, le maximum possible, mais elle va nous aider à tirer les prix vers le bas. En réunissant les acteurs existants, elle va nous permettre justement d'aller, ce que la France plaide depuis longtemps, vers des contrats longs et de sécuriser des prix plus bas. Typiquement, si le sujet continue à être ouvert de renégociation de contrats sur la question du rouble, formidable occasion de mettre tous les contrats européens avec la Russie sur la table pour harmoniser un prix avec une capacité, parce que nous sommes un très gros acheteur pour le gaz russe. Et ce qui est vécu comme une vulnérabilité, pour nous, si tout devait couper, l'est aussi pour la Russie, qui ne peut pas du jour au lendemain changer la structure de ces pipelines. Il faut bien voir que le gaz qui est fourni à travers les pipelines, c'est un gaz, si vous n'avez pas d'autres pipelines vers d'autres clients, vous ne pouvez pas changer la route du jour au lendemain. Ce qui est très différent du gaz qu'on véhicule sous forme de gaz liquéfié. Vous pouvez, du jour au lendemain, décider d'envoyer votre gaz liquéfié vers un autre terminal, une question de route de bateau. C'est pas la même chose, là. Donc, ça, c'est la première chose sur les contrats existants, pour nous permettre de mieux négocier, de tirer les prix vers le bas, d'avoir une meilleure sécurité. Par définition et juridiquement, c'est une base volontaire.
puisque ce sont des contrats d'entreprise, mais nous avons tous manifesté notre volonté de le faire. À côté de ça, il y a un deuxième levier, et c'est là où vous avez vu parfois plusieurs pays aller vers d'autres nations pour négocier leurs propres contrats. Ça, je l'ai dit aux collègues, ça n'est pas la meilleure manière, parce qu'on est tous en train de faire monter les prix et de se faire de la concurrence entre nous. Comme on doit de toute façon aller vers une diversification européenne, c'est très pertinent que la discussion pour les nouveaux contrats avec des pays comme la Norvège qui peut en fournir, le Qatar, les États-Unis d'Amérique, la Commission puisse faire masse et négocier des volumes. C'est bien meilleur pour nous. Volume et des prix. Vous avez d'ailleurs vu les prémices de cette méthode dans la déclaration de presse conjointe entre la présidente von der Leyen et le président Biden, parce que c'est exactement ce vers quoi on est allé dans cette discussion. Voilà. Donc, c'est le début, c'est une percée parce que c'était pas possible, la Commission n'avait pas droit. 2, il n'y a pas de limite. 3, c'est volontaire pour les entreprises qui ont déjà des contrats. Et 4, il y a 2 types d'achats groupés. Mettre autour de la table les contrats existants à renégocier ou à consolider, et puis les nouveaux marchés. Merci à vous. Merci. Ah bah, elle commence lundi le travail, la Commission. En fait, elle a déjà commencé. Vous avez évoqué brièvement dans votre intervention une évacuation de civils à Mariupol. Oui. Vous nous avez dit que vous alliez échanger à ce sujet avec Vladimir Poutine. Vous envisagez visiblement des évacuations avec les autorités turques et grecques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? À quelle échéance? Combien de personnes? Vers quel pays acheminer ces réfugiés? Un peu plus de précision, étant donné la situation sur place. Bien sûr. Alors, d'abord, nous sommes en train de la conduire. Il y a eu des discussions très concrètes aujourd'hui avec le maire de Mariupol et toutes celles et ceux qui sont présents de côté autorité ukrainienne. On le fait en transparence et en lien évidemment avec le président Zelensky et les autorités ukrainiennes. Ensuite, nous, il y a nos propres équipes qui se coordonnent et nous allons ensuite négocier avec la partie russe. J'espère pouvoir engager le maximum de parties prenantes dans cette opération. Donc, le plus vite, le mieux. Nous nous mettons en capacité de le faire dans les tout prochains jours. Merci. Et donc, j'aurai sur cette base-là, je pense, d'ici 48-72 heures au maximum, une nouvelle discussion avec le président Poutine pour bien en arrêter les détails et sécuriser les modalités. Voilà. Mais pour moi, c'est, comme vous l'avez compris, l'un des points les plus urgents. Et c'est je crois, notre devoir. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Et pardon pour les graphiques lointains.